Courant 2023, Inoxtag annonce au monde entier qu'il va gravir l'Everest, et ça à l'horizon d'1 an. Ça fait le buzz. C'est d'abord et avant tout, en fait, pour lui, un buzz commercial, et c'est bien normal, vu son métier de youtubeur, principalement. C'est pas seulement un buzz commercial, c'est aussi pour lui autre chose. Il le présente bien dans son introduction pour ceux qui ont vu le film. Son envie, c'est de changer progressivement, de prendre conscience de la vie qu'il a, une vie décalée, hygiène de vie passable, et puis physiquement pas prêt à faire le challenge qu'il a annoncé. C'est donc, et on le voit bien dans sa conclusion, son envie, c'est pas seulement celle de gravir l'Everest, ça dépasse ça, c'est celle de s'améliorer par petits pas tous les jours. Et c'est ce qu'on retrouve dans sa conclusion. On retrouve aussi autre chose. On le voit en fait en train de planter du riz dans une rizière quelques mois après. Et puis récemment, pour ceux qui suivraient par hasard son actualité, il se relance un défi de gravir un nouveau sommet en haute montagne. Donc forcément, vu le nombre de vues d'Inoxtag, j'avais envie de prendre, ce qui m'a interpellé, c'est qu'il a pris le mot Kaizen. Et il se trouve que ma boîte s'appelle aussi Cap Kaizen. Et donc on a des choses en commun, tout au moins ce nom, Kaizen. Et en entreprise, le parallèle qu'on peut faire, c'est que tout le monde est au courant du contexte actuel, contexte difficile, la situation politique instable, la guerre aux frontières de l'Europe, guerre commerciale avec les États-Unis, et on pourrait en trouver d'autres. Donc forcément, dans ce contexte difficile, pour une entreprise, se renforcer, s'améliorer un peu tous les jours, ça a plein de sens. Ça a du sens tout le temps, mais c'est encore plus de sens quand le contexte est difficile. C'est de ça que je vais venir vous parler là maintenant, vous donner en fait quelques clés, parce que c'est pas tout de le dire, c'est pas le tout d'avoir un titre accrocheur, c'est pas le tout de le lancer, c'est pas pour ça que ça marche. Et donc vous donner quelques clés, quelques repères, quelques principes qui peut-être dans les entreprises en tant que coach ou au sein des entreprises vous permettent de mettre en place le Kaizen, un Kaizen durable. Et c'est la volonté quand on parle de Kaizen. Tout d'abord, je vais vous raconter une question qui m'a interpellé. Je suis en train d'accompagner dans un grand groupe de distribution française une équipe support. Et dans ce cadre-là, j'ai rendez-vous avec la DRH de cette boîte qui souhaite m'entretenir pour voir s'il est possible de mettre cette notion d'amélioration continue partout dans sa boîte et que je puisse accompagner un grand nombre d'équipes. On parle, on échange de ce qui se passe avec cette équipe support. Forcément, le stock a baissé, divisé par 10. Forcément, les délais ont baissé, diminué fortement. La non-qualité n'existe plus. Donc c'est très chouette, je vous raconte tout ça. Et puis elle me demande de lui raconter une histoire de résolution de problème. Et donc je choisis en fait une histoire à la fois qui durait et une histoire de résolution simple, même si ensemble on a fait un PDCA. Cette histoire, c'est que tous les mois, au moment des comptes d'exploitation des différents magasins, il faut faire des consolidés. Les magasins sont regroupés en régions, donc il faut prendre en fait l'ensemble de ces comptes d'exploitation d'une région et en faire un consolidé régional. Et puis de l'ensemble de ces consolidés régionaux, il faut en faire un consolidé national. Les comptes d'exploitation des magasins sortent entre le 2 et le 4 du début du mois. Et pour faire ces consolidés, il faut au moins 6 jours de plus. Donc chaque mois, l'équipe a de la pression parce que les comptes ne sortent pas avant le 10. Et donc chaque mois, en fait, pour cette équipe, c'est difficile à vivre de prendre cette pression, ces coups de fil, ces mails, en se disant alors, quand est-ce que le compte d'exploitation national va sortir, qu'on ait enfin les résultats du mois précédent.
Cette situation, moi, elle ne me convient pas, elle ne convient pas à l'équipe, et on décide du coup de prendre un temps d'arrêt et d'étudier vraiment le problème, plutôt que de réparer tous les mois. Et il se trouve que la cause racine est assez simple, c'est une histoire d'arrondi de TVA. L'ensemble des cabinets comptables qui accompagnent les magasins n'ont absolument pas la même règle d'arrondi de TVA. Une fois qu'on a la cause racine, la solution, elle est simple. Juste faire en sorte que tout le monde applique la même règle de TVA. Donc c'est bon, on donne la règle à chacun des cabinets comptables, et dès le mois suivant, c'est terminé, il n'y a plus de délai. À la suite des comptes d'exploitation mensuels, les consolidés régionaux, nationaux sortent. Et donc je raconte cette histoire à cette DRH, et la question qu'elle me pose et qui m'interpelle, elle me dit « Mais pourquoi les gens ont besoin de vous pour faire ça ?» Et à l'époque, je suis tellement interloqué par la question que j'ai du mal à lui répondre, et je crois en fait que je ne gagne pas le marché à ce moment-là. Mais cette question, au-delà du marché que je n'ai pas gagné, elle m'a interpellé. Et aujourd'hui, je saurais bien mieux quoi lui répondre. D'abord, je retournerai la question. Et simplement, en fait, ça pour vous dire que malgré une volonté d'une DRH, malgré une volonté de dirigeants, de faire en sorte que le Kaizen, l'amélioration continue, se mette en place dans les boîtes, c'est pas parce qu'on le décrète ou qu'on pense que ça marche pour de vrai. Je vous ai mis quelques mots à propos du Kaizen, une définition, dans tous les cas il s'agit de long terme, etc. Mais là encore, pour vous l'expliquer davantage, et notamment la posture nécessaire, je vais encore vous raconter une histoire. Je vais faire que ça de toute manière. Dans le cadre de l'organisation d'un événement pour l'Institut Lean France, je rencontre un dirigeant qui va se pitcher à Lille. Et donc, ce dirigeant, c'est une boîte autour de Valenciennes, à côté de chez Toyota. Je vais visiter son entreprise et on échange. Et dans cet échange, il m'explique qu'il a été coaché par un sensei japonais, un coach japonais, donc disciple direct de Taishi Ohno. Donc on est sur du haut niveau. Et donc il venait régulièrement, et quand il venait, il lui donnait 3 conseils. Et il attendait uniquement sur ces 3 conseils. Le premier conseil, c'est comment tu fais pour ne passer qu'1 heure dans ton bureau chaque jour. Donc il m'explique, avec ce principe, à quel point, alors forcément on n'y arrive pas, il ne faut pas le prendre au pied de la lettre, c'est pas pour ça que demain matin, vous allez rentrer en disant « j'ai entendu quelqu'un sur scène, il m'a dit ne passe pas plus d'1 heure dans ton bureau », en fait, et du coup au bout d'1 heure, je sors de mon bureau et je vais aller faire autre chose. Non, c'est pas comme ça que ça marche, mais ça veut dire que progressivement, on va se poser la question de quelles activités je réduis, comment je fais pour me libérer du temps, pour passer du temps sur le terrain avec mes collaborateurs, comment je fais pour passer progressivement en fait, plus de temps avec mes clients. Et forcément, il y arrive. Ce qu'il apprend en y arrivant, c'est que moins il passe du temps dans son bureau, moins il a des échanges de mails, moins il a des rapports et des besoins de rapports. Parce que forcément, la réalité du terrain, il la connaît plus. Donc, il génère aussi de son côté moins de tâches administratives. Le deuxième conseil, c'est à chaque fois que tu rencontres un truc qui ne te convient pas, je dis truc, je pourrais dire problème, dans tous les cas, quelque chose qui ne te convient pas dans l'entreprise, pose-toi d'abord la question, qu'est-ce que tu as fait ou qu'est-ce que tu n'as pas fait qui fait que ce problème survient. En fait, commence par toi, plutôt que de chercher un coupable et de tomber sur le premier venu, le pauvre, qui avec ce processus, le flux, fait de son mieux. Enfin, le troisième conseil qu'il lui donne, c'est ne pars pas de ton entreprise chaque jour sans avoir en tête une action d'amélioration continue, la plus petite soit-elle. Cette volonté de mettre du rythme dans l'amélioration continue, cette volonté pour le dirigeant, puisqu'il est sur le terrain, puisqu'il ne cherche pas les coupables, de trouver et de faire en sorte que les gens autour de lui développent cette possibilité de mettre en place des initiatives
pour des actions d'amélioration continue. Je vais vous raconter quelques autres histoires. Alors, je ne me suis pas présenté. Je vais le faire ici. J'ai été manager de manager, directeur qualité. Voilà, je fais de l'amélioration continue, du Lean depuis 2009. Et depuis 2009, forcément, donc soit en interne, soit en externe, j'ai forcément quelques histoires à vous raconter. Donc j'en ai choisi quelques-unes, je ne vais pas tout vous raconter. Et j'espère qu'elles seront représentatives. Autour de ces histoires, on parlera de comment provoquer l'envie. Inoxtag, on revient à lui. Son truc, ça fait le buzz. Bah, comment, en fait, quand on est patron d'une boîte, patron d'un service, comment on trouve quelque chose, une maison derrière la colline, un objectif qui soit fun, qui donne envie et atteignable. J'aime bien sa limite de temps. J'aime bien le challenge. Vous le voyez là. On parlera de s'investir pleinement et de ce que ça veut dire, au-delà des mots. De donner du temps, et pas seulement du temps. Alors vous êtes beaucoup à faire de l'IT et beaucoup dans un monde agile. On voit beaucoup de rétros, on y reviendra sur les rétros. Et à côté du temps, comment on donne de la méthode pour que ça marche. On ira du côté des croyances limitantes. Et enfin, de notre capacité à mettre en avant les actions. Provoquer l'envie, j'ai envie de vous parler de Jean-François Zobrist. Je suis sûr que certains le connaissent. Et donc Jean-François Zobrist, il a un rêve partagé avec ses collaborateurs. Donc on se rappelle, c'est une petite entreprise à Abbeville, dans la Somme. C'est une fonderie. Ses concurrents sont la plupart à l'étranger. Et donc forcément, naturellement, la main-d'œuvre ici en France est plus chère. Et il y a de fortes raisons, enfin de fortes probabilités pour que à chaque fois qu'il rencontre un de ses clients, il soit plus cher. Donc son rêve partagé, c'est de garder les emplois là où il est, à Alincourt exactement. Et donc pour garder les emplois, en fait, il n'a pas le choix. Il doit être zéro défaut sur les délais, zéro défaut sur la qualité, zéro défaut sur les coûts. Le moins cher possible, malgré cette main-d'œuvre plus chère. Son moyen de défense, son moyen de contre-attaque, c'est le progrès permanent. Et la façon dont il raconte, déjà, ça provoque l'envie. Forcément, tout le monde est intégré. Tout le monde comprend que pour garder son emploi ici, il va falloir en fait être meilleur que les autres. Il va falloir être moins cher, tenir les délais, ne pas avoir de problème de qualité. Pour ce rêve, pour le réaliser, il met en place 2 challenges. Un challenge qui est un challenge des ouvriers qui choisissent la meilleure action du mois. Et c'est eux qui se réunissent, un comité, et qui choisissent la meilleure action du mois. Celui qui détient la meilleure action du mois, il voit son nom en fait affiché avec un joli diplôme et il prend une prime brute de 1 000 €. Il y a un deuxième comité qui se met en place, annuel cette fois. Et donc celui qui gagne la meilleure action de l'année, il gagne une voiture. Et il ne gagne pas seulement une voiture, il gagne en fait sur le parking la seule place réservée. La seule place réservée pour le parking et pour celui qui viendra avec sa voiture gagnée est juste en fait à côté de l'entreprise pour 1 an. Alors oui, en fait, quand on compte 12 000, 1 000 € x 12, plus une voiture, admettons 20 000, bon, on est au-delà de 30 000. Mais vu le nombre d'actions d'amélioration qu'il obtient par an, on est autour de 60 € d'investissement l'action d'amélioration. Ça veut dire, en fait, si vous comptez bien, plus de 500 améliorations par an. S'investir pleinement dans la démarche, on va voir quelques exemples, je passe vite. Je vais vous raconter l'histoire de Valérie. On est sur un entrepôt logistique et donc j'ai la chance d'être directeur de qualité de cette boîte à l'époque. Je viens d'arriver
Je rencontre Valérie et puis elle se présente. Elle me dit qu'elle est préparatrice au rayon surgelé dans cet entrepôt au nord de Paris. Et en fait, Valérie, avec un sourire, elle me raconte qu'elle n'a pas besoin d'aller à la salle de sport grâce à son métier. Et elle me le dit bien, elle me le dit avec un sourire. Je peux facilement en rester là. Et en disant bravo, en plus elle est là depuis le début, 13 ans. Je peux la féliciter de son investissement et en rester là. C'est pas ce que je fais. En fait, j'ai le réflexe de lui proposer de mettre un podomètre. Et donc Valérie, elle accepte de mettre un podomètre. Et en fait, finalement, on n'a pas besoin de beaucoup de jours. Au bout de 3-4 jours, on se rend compte que sa moyenne de kilomètres par jour est comprise entre 15 et 16. Donc effectivement, en fait, on fait le point avec Valérie. Et donc 15 et 16, c'est beaucoup. On est d'accord. Donc on est passé de une phrase qui est dite comme ça, avec le sourire, à en fait 15 ou 16 km par jour. Donc on a une deuxième étape ensemble, c'est de dire en fait Valérie, est-ce que tu me permets de venir observer ton travail, de venir à côté de toi pour que je comprenne en fait pourquoi tu fais 15 ou 16 km par jour. Et donc là je vous ai mis en fait 2 photos, donc vous voyez en fait, enfin une photo et un dessin. Donc sur la photo vous voyez en fait qu'il s'agit de portes qu'on ouvre et on vient prendre le produit que les clients ont souhaité. Voilà, on a des adresses et on vient piquer le produit. Et donc je vous ai mis en fait le plan. Donc le total fait 30 mètres. Vous avez les armoires de chaque côté. Et en fait les points rouges correspondent à la place des 30 meilleures ventes. Donc on apprend autre chose avec ça. On apprend que la plupart des meilleures ventes, donc 73% des meilleures ventes, sont plus loin que la zone optimale. C'est-à-dire en fait la zone autour de son endroit de préparation. 73%. Ce qu'on apprend aussi, et ça en fait on ne l'avait pas avec le podomètre, c'est que la plupart des produits qui se vendent bien sont en bas. Donc en plus Valérie, elle fait des exercices. Elle fait cet exercice-là en fait à chaque fois qu'elle doit prendre un produit. Pas à chaque fois, mais très souvent. Donc assez vite, donc on a compris pourquoi, on réimplante avec Valérie, il n'y a pas besoin non plus de prendre longtemps pour ramener les meilleurs produits devant. Alors simplement le surgelé, c'est 3 gammes par an. La gamme été, la gamme autour de Noël et la gamme du reste de l'année. Voilà, ça veut dire 3 réimplantations avec cette problématique-là. On fait ça, on remet le podomètre à Valérie et on est passé de 15 à 10. Ça reste encore 10. C'est beaucoup, mais c'est déjà un tiers de moins. Si on regarde en fait par rapport à sa vitesse de marche, puisque tout est basé sur la vitesse, en fait pour Valérie, 6 km de moins, ça veut dire qu'on lui a rendu 45 à 50 minutes de temps par jour, au lieu de se déplacer à faire autre chose. Un peu de confort pour elle, un peu d'amélioration continue, et on l'a encore impliqué davantage. Une autre histoire, toujours sur un entrepôt logistique. L'IT, ça viendra après, c'est promis. C'est l'histoire de Philippe. Donc là, on est sur le même entrepôt et on est sur la partie des produits de grande consommation, c'est-à-dire température ambiante, l'épicerie, les boissons, la lessive, le parfum, etc. Et donc très vite, comme c'est un bâtiment avec de la tôle, très vite, dès qu'on a un rayon de soleil, il fait relativement bon, pour pas dire chaud, 25 degrés, 30 régulièrement. Et donc il est autorisé de travailler en bermuda ou de travailler en short quand on a les chaussures de sécurité. Et donc Philippe se plaint un matin au brief du chariot de préparation que vous avez là en photo, qui vaut 1000 €. Du chariot de préparation qui fait mal au tibia. Pareil, en fait, il est facile quand on est manager de lui dire, tu sais quoi, remets un pantalon, tu auras déjà moins mal au tibia. Ça peut se trouver comme réponse, on est d'accord. Son manager, Cédric, a absolument pas cette présence d'esprit-là. Au contraire, Cédric va vers Philippe et lui propose de « Est-ce que tu veux t'occuper du problème ?» Et est-ce que tu veux t'occuper du problème en sachant que
je te challenge, je te propose de le faire sans changer de chariot. Parce qu'on n'a pas les sous pour remettre 1 000 € fois une trentaine de chariots. 2 jours se passent, uniquement 2 jours. Et Philippe revient avec un bout d'isolant et du scotch. Et il met ça sur le chariot, aidé de Cédric, ils le font à 2. Et il prend son chariot et il continue à travailler la journée. Le lendemain, le premier chariot qui est parti, c'est celui-là, sur la trentaine de préparateurs qui sont là le matin. C'est le check. Ça veut dire que ça marche. Donc forcément, en fait, Philippe et Cédric font ça pour tous les chariots, et on se fait plus mal au tibia. Et donc, je vous mets cette histoire parce qu'en fait, des fois, des choses qui sont infimes, des toutes petites choses, bah en fait, ça peut faire très sympa, et ça montre à quel point on est attentif à ce qu'on peut améliorer et à son équipe. L'IT, je vous l'avais promis, ça vient, c'est maintenant. Il n'y en aura pas deux. Hein. Alors, on est ici dans un grand groupe, une équipe de dev qui reçoit de la part de comptables de toutes les BU, et donc par l'intermédiaire de PO ou de référents métiers, qui reçoit des demandes suite à la mise en place d'un ERP. Donc il y a des mises en place en cours, il y a des mises en place qui sont déjà là, donc il y a des évolutions, et il y a des choses à faire évoluer pour les nouvelles business units. Dans le backlog, il y a encore 60 demandes d'évol. Et puis en fait, quand on met ce management visuel en place, quand on veut rendre visuel les choses, il y en a 88 en test pour les référents métiers ou pour les product owners. Forcément, donc le manager, il est au bout de sa vie, il n'en peut plus, il nous l'a dit fort. Il a essayé de faire comprendre donc à ses référents métiers, ses PO, à quel point il avait besoin d'eux. C'était pas tout de venir avec des demandes, c'était aussi important de venir tester pour qu'on puisse sortir les choses. Et malgré en fait l'explication, pour les PO, les référents métiers, ils ont tellement d'actualité, ils vivent avec ça, ils optimisent localement sans s'occuper de ce qu'ils peuvent faire globalement. Donc, le coach qui est là, qui est avec moi, propose un truc de fou au manager. Il propose que l'équipe de dev s'arrête de travailler. Tant que on n'a pas baissé ce niveau de 88 bloqué en test à au moins 25. Et pourquoi 25? Pour mettre un chiffre. Voilà, pour juste dire de marquer le coup et d'aller en fait chercher beaucoup plus bas que ce qui est aujourd'hui. Les 2 jours qui suivent sont terribles. Les gens viennent se plaindre, les managers autour, les managers des PO, des référents métiers viennent se plaindre, beaucoup, les PO aussi, les référents métiers aussi. Bref, on tient bon, et surtout le manager tient bon. Ultra chouette. Donc au bout de 2-3 jours, une fois passé cet effort de tenir bon, tenir le cap, le niveau baisse. Et le niveau baisse vraiment. Donc la semaine suivante, l'équipe de dev, alors qu'elle s'est arrêtée de travailler, c'est-à-dire de développer, elle a accompagné les tests quand même, elle n'a jamais autant produit que la semaine suivante, et aussi que la semaine d'après. Au bout de 2 semaines, l'équipe de dev reprend le travail, puisqu'elle a encore des choses dans le backlog, et on a 3 ou 4 semaines après une autre alerte. Il suffit juste de tirer la sonnette d'alarme en disant « Attention, l'équipe de dev pourrait s'arrêter de travailler et le niveau baisse. » On a réussi grâce à ce manager, à ce coach qui a proposé ça, mais surtout grâce au manager qui a tenu bon, malgré la tempête, à faire en sorte qu'on passe à optimiser localement, à regarder globalement le flux, le processus. La production de l'équipe de dev, à partir de ce moment-là, a été multipliée par 2. Donner du temps, c'est déjà la base. Plein de fois, en dehors de l'IT, dans l'IT, en fait, c'est OK de donner du temps, ça s'appelle les rétros, mais il y a plein d'autres endroits en fait, où on ne donne pas forcément du temps. Par contre, la plupart de mon temps, je suis aussi à coacher dans l'IT,
Et quand je vais voir des rétros, pour essayer de comprendre, je suis toujours étonné. Donc, en fait, pour l'entreprise, on est d'accord, c'est un effort. Il s'agit de 3 heures, il s'agit de 4 heures, en fait, tous les 15 jours, tous les 3 semaines, en fonction de la durée du sprint. C'est un vrai effort. Donc, on a l'effort, et donc, à côté de ça, on doit avoir la valeur. On est bien d'accord. Et donc, la valeur, c'est de savoir résoudre des problèmes. Alors, ce qui m'interpelle, en fait, néanmoins, il y a plein de trucs qui m'interpellent avec cette rétro. Ça veut dire qu'en attendant, si on a une rétro tous les 15 jours ou tous les 3 semaines, en attendant, on va faire du stock de problèmes. Et en espérant qu'au moment de la rétro, en fait, on ait des problèmes à résoudre. Et là, je suis un peu sec. Et donc, je suis un peu sec parce que ce que je vois généralement, c'est que ça manque un peu de méthode. Donc, on a des jolis boards, comme en fait celui de la diapo d'avant. On a plein de trucs bien, Star Wars, machin, etc. C'est très chouette. Mais en fait, sur le fond, généralement, il me manque des trucs. Donc là, il s'agit d'un tableau 5 colonnes. C'est super moins sexy. Mais au moins, ça marche. Et pour voir que ça marche, vous avez en fait un petit compteur sur la photo en haut sur la gauche. Et donc, qui dit en fait le nombre de problèmes résolus et sur le nombre de problèmes connus à résoudre. Et puis le reste, en fait, la différence, vous l'avez en fait en ligne et écrit. Et avec le statut qui montre en fait où on en est du PDCA, entre le plan, le do, le check, etc. Ça, c'est une DSI pour des hôpitaux. C'était la semaine dernière, la photo. Pour des hôpitaux, des maisons de retraite, ils sont une trentaine. Mais voilà ce qu'on arrive à en faire. Alors, ils ne font pas l'agile, donc ils sont plutôt en mode Kanban. Voilà, donc quand ils voient un problème, ils ne le stockent pas, même s'ils ont en fait une OBI1, un rendez-vous hebdomadaire pour regarder ces problèmes et pour essayer de leur casser la figure. Alors, là vous allez voir, en fait, ça vaut 10. Le nombre de fois où je suis devant des croyances qui limitent. On parlait de statu quo tout à l'heure, la personne avant moi sur scène. Et en fait, vous allez voir, c'est incroyable. Je vous raconte une première histoire. Je suis dans une banque. L'équipe que j'accompagne s'appelle RMF, comme Retour à meilleure fortune. Sa raison d'être, c'est de voir si les clients qui n'ont pas payé leurs dettes depuis 2 ans, qui ont des grosses difficultés financières, ont eu donc un retour à meilleure fortune et peuvent maintenant payer leurs dettes et sortir du fichage Banque de France. Ça veut dire en fait pour ces clients, retrouver la possibilité d'avoir une carte bancaire, un chéquier, de faire un crédit si besoin, mais à condition de savoir faire ça. Cet après-midi-là, donc elles sont 12 les filles, et il y a leur manageuse qui est à côté. Et donc un robot leur envoie des appels téléphoniques quand elles sont disponibles. Et la plupart du temps, comme on est un jeudi après-midi, en début d'après-midi, la plupart des clients ne répondent pas. Quand les clients ne répondent pas, elles laissent un message en disant qui elles sont, pourquoi, en fait l'objet de leur appel, de façon évasive, et en demandant de rappeler le numéro de téléphone qui s'affiche. Et au bout de 2 heures, il n'y a pas un seul client qui a rappelé. Et donc je demande en fait à ce qu'on fasse une pause. Donc je me lève, je m'adresse au groupe, donc le robot s'arrête. Et je leur dis, je suis tellement étonné qu'en 2 heures de temps, il n'y avait pas un seul client qui vous ait rappelé. Je n'arrive pas à comprendre, expliquez-moi. Et donc, il y en a une qui est devant moi qui me dit « Bertrand, tu n'as toujours pas compris notre métier. Les clients, ils ne veulent pas payer, ils se cachent. » Croyance limitante. Et donc, je propose, sûrement à l'instinct, je propose en fait à ce qu'on m'appelle pour voir comment ça se passe. Et donc, elle compose le numéro, mon numéro, et elle m'appelle, je mets la sonnerie, je mets le haut-parleur, ça sonne. Très bien, parfait. Je ne réponds pas et je rappelle. Le numéro que vous demandez, incroyable, hein? Dès le lendemain, un technicien fait ce qu'il faut sur la ligne et ça change tout. C'est magique, les clients rappellent.
Autre histoire, différente. Je reviens à l'entrepôt. L'entrepôt, quand j'arrive en février. Donc très vite, on est sur la saison des fraises, en mars, mi-mars, avril. Et en fait, ce que je reçois de la part des clients, je reçois des plaintes pour des fraises qui noircissent. Bon, j'essaye de comprendre en fait pourquoi les fraises noircissent. Donc en fait, on a 3 zones dans cet entrepôt. On a la zone surgelée, on l'a vu tout à l'heure. La zone des produits secs, on l'a vu tout à l'heure avec Philippe. Et on a en fait le froid positif, toute une zone, une grande zone, avec l'ensemble des produits frais. C'est-à-dire les produits qu'on doit conserver, pour la plupart, une température inférieure à 8 degrés, et pour certains, une température inférieure à 2 degrés. Des produits très sensibles. Les crustacés, le poisson, la viande hachée, etc. Bref, donc du coup, pour répondre à ça, comme il n'y a qu'un seul entrepôt, ils ont mis l'entrepôt à 1,5 degré en moyenne. Les produits à 6, en général, se comportent bien, sauf certains produits assez sensibles, au très froid, même s'il est positif, comme les fraises. Donc l'impact sur les fraises, si vous ne les mangez pas assez vite, vous les laissez un peu sur la table, elles noircissent. Ça, c'est la cause racine. Et donc une fois qu'on a ça, ok, donc c'est vrai pour quelques autres produits, et ça ne me convient pas. Et donc tous les jours, je leur pose la question, s'ils ont réfléchi à la solution. Alors forcément, le problème existe depuis 13 ans. Hein. Donc moi, j'arrive avec mes grands chevaux, avec mon challenge. En fait, ils me regardent en fait un peu avec des yeux en fait comme ça, mais bref. Et au bout de 2 semaines, il y en a un qui vient me voir en disant « Bertrand, je crois que j'ai une idée. On va mettre des frigos à l'intérieur du frigo. » Alors, je lui ai dit « Vas-y, explique-moi. » Il me dit « Écoute, on n'a pas beaucoup de produits en dessous de 2 degrés. Ce que je te propose, c'est on va les mettre dans des petits frigos et on mettra la température de 2 degrés dans ces frigos. Et comme ça, on pourra mettre le reste de l'entrepôt à 6 degrés. Et en plus, nous, on aura moins froid. Banco. » Donc j'appelle une société de location et c'est parti. On loue des frigos, on les met en place, on met les produits dedans, il y en a besoin de 5 ou 6, c'est parti. Et on met en fait la température de l'ensemble des produits frais à 6 degrés. Ce qui se passe est incroyable. Bon, d'abord, j'ai plus de clients qui râlent pour les fraises. Bon, normal, la saison des fraises est passée. Mais dans tous les cas, l'année suivante, ça râle plus pour les fraises. Mais au-delà de ça, quand on travaille à 1 ou 2 degrés, on travaille avec des gants. Il fait froid. Et sur les terminaux portables, on fait beaucoup d'erreurs avec des gants quand il s'agit en fait de saisir la commande. Et ben, en fait, quand on travaille entre 6 et 8 degrés, on ne travaille plus avec des gants pour la plupart. Quasiment tous. Donc on ne fait plus d'erreurs. On a moins de petits bobos, les rhumes, etc. Moins d'absentéisme. Bref, ça traînait depuis 13 ans. Je ne vous raconte pas la troisième histoire. Mettre en avant les actions à succès. Donc je vous ai parlé tout à l'heure de Jean-François Zobrist. Je vous ai parlé en fait de sa capacité à donner des sommes d'argent. Je vous ai parlé de sa capacité à donner une place sur le parking, à mettre des grands panneaux au mur pour dire en fait qu'un tel ou un tel avec son action a fait ça. Et à cette prime, il y a d'autres choses que la prime. Ne serait-ce que de donner le micro, de donner la possibilité de parole et d'échange à celui qui a trouvé l'action. Il ne s'agit pas ici de récompenser les idées. Ce n'est pas ça qu'on veut. En fait, le Kaizen, ce n'est pas des idées. Bien sûr qu'il faut des idées. L'histoire des frigos, en fait, il y a une idée avant. Mais après l'idée, il faut mettre en place l'action. Donc, comment on peut récompenser les actions, les reconnaître? Et ça, de la même manière, c'est le manager qui supporte ça, qui en a la conscience, et parce qu'il en a la conscience, fait en sorte que ces actions soient mises en avant. Pour résumer l'intervention, on va repartir, essayer de synthétiser autour de 5 principes.
Le premier est plutôt en fait une intention, une compréhension pour avoir en fait toujours la bonne attitude. Le premier, c'est que ceux qui produisent sont ceux qui savent, ce sont aussi ceux qui sont la valeur de l'entreprise, le coffre-fort, le trésor. Et donc, est-ce que, en tant que manager, en tant que patron, quand je vais voir des collaborateurs travailler, est-ce que le regard que je pose vers eux, avec la règle des 97%, tout le monde connaît la règle des 97%? Non? Ok. Bien souvent, on fait des règles pour les 3%. Vous savez, ceux qu'il faut reprendre, qui ne respectent pas les règlements intérieurs, etc., etc. Et donc, sauf qu'il y a 97% à côté qui ont cette capacité à être avec vous, à essayer de faire leur mieux tous les jours. Dans mon monde, en fait, pour avoir ce principe numéro 1, ça veut dire que je fais confiance a priori en l'autre, et quand j'aborde en fait quelqu'un, je considère qu'il fait partie des 97%. Et ça va tout de suite mieux. En lien avec le premier principe, le deuxième principe, forcément, si je cherche un coupable à ce que j'ai trouvé, ça ne va pas le faire durablement. Au bout d'un moment, les gens vont se cacher. Donc au bout d'un moment, en fait, il n'y a plus question d'amélioration continue. Si en fait, quand un problème survient, on tombe dessus, c'est fini. C'est terminé. On a coupé l'élan. Donc la bonne attitude à avoir quand un problème survient, c'est chouette. Un problème. Moi, mon mot, c'est génial. Il y a des boîtes où, en fait, au champagne, l'arrivée de problèmes. On peut voir le problème comme une opportunité de faire mieux. L'état d'esprit du Kaizen, c'est forcément celui-là. Forcément celui-là, tout le temps. On l'a vu tout à l'heure, des problèmes qui datent d'il y a 13 ans. Des trucs incroyables. Les clients ne veulent pas payer, ils se cachent. Donc, je vous en ai raconté 2, mais j'aurais pu vous en raconter 10, 15. Ça m'arrive plein de fois, dans plein de métiers. Ce que j'aime bien, c'est, autour du statu quo, c'est aussi regarder le process pour ce qu'il est. Plutôt que de regarder des gens qui travaillent, regardez en fait les gestes. Regardez les gens qui travaillent avec des gestes sur un processus. Me poser la question de pourquoi le processus est aussi permissif à cet endroit-là. Pourquoi, alors que la personne est impliquée, pourquoi est-ce qu'elle fait des erreurs? Puisqu'on se rappelle, je fais confiance a priori. Donc la personne qui est devant moi, je commence par me dire qu'elle est impliquée. Je commence par me dire qu'elle essaye de faire de son mieux tous les jours. Et pourtant, il y a des problèmes de qualité. Pourtant, il y a des problèmes de délai. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe avec ce processus? Ça change un peu les questions. Ça nous amène au point 4. Puisque les gens savent, ils n'ont pas besoin de conseils. Si je leur donne des conseils alors que moi je ne fais pas, c'est pas moi qui fais, c'est pas moi qui produis. Pourquoi je vais aller les conseiller? Par contre, en fait, poser des questions, c'est chouette. Poser des questions, déjà, ça les fait réfléchir, ça les développe, ça les challenge. Donc, il y a des questions qui marchent bien. Le pourquoi, en fait, pour trouver la cause racine, est vraiment nécessaire. Le où ça se passe, pour commencer à comprendre avec le processus, et après aller creuser là où ça se passe, c'est aussi des bonnes questions. Et puis après, pour les 8 mai, il y en a plein, des 8 mai. Vous les connaissez, les 8 mai? Il y en a plein. Comment on pourrait faire quand même? Comment on pourrait faire autrement? Ce sont des questions qui challengent, qui permettent de passer en fait des obstacles de résistance et de mettre en fait les personnes en projet d'amélioration continue, en réflexion.
Enfin, le cinquième, et je vais mettre une phrase de Jean-François Zobrist avec. Si on vise, en fait c'est trop dur de viser la perfection, ça ne marche pas. Donc en général, quand on fait ça, on attend. On est convaincu qu'on n'a pas forcément l'idée en fait géniale qui permet de tout résoudre et donc on bloque. Donc l'approche elle est différente. Moi je vous propose une approche très différente, c'est de dire en fait même 1% tout de suite d'amélioration, c'est chouette. Et puis si le lendemain j'ai encore un autre pourcent, ça fait déjà 1 plus 1. C'est chouette. Donc, ma préférence, c'est celle aussi de Jean-François Zobrist, c'est de préférer des actions concrètes de suite qui améliorent un tout petit peu les choses plutôt que des grands lendemains qui arriveront peut-être jamais. Voilà, je vous remercie en fait pour votre écoute. Voilà, donc si, comme il n'y a pas de feedback, du coup j'en ai profité pour le transformer en opportunité et laisser mes coordonnées, c'est cool. Merci beaucoup aux organisateurs. Voilà, donc si vous voulez me faire des feedbacks, bien volontiers. Si vous voulez échanger davantage, bien volontiers aussi. Et si vous voulez en savoir plus, je suis également co-auteur d'un livre qui est sorti en 2022, qui s'appelle « Le Lean Management dans les services ». Donc coécrit avec un collègue de travail ex-Toyota. On a pris beaucoup de plaisir à l'écrire. Il y a plein d'histoires dedans. Ce qu'on a voulu, c'est le rendre accessible au plus grand nombre et donc d'illustrer à chaque fois les propos. Voilà, vous pouvez le trouver, il se trouve facilement sur Amazon ou d'autres sites. Merci beaucoup de votre écoute. On va passer aux questions. Bonjour. Alors, merci beaucoup pour votre présentation, que j'adore parce que je me bats, moi, avec le step by step, petit pas, petit pas, petit pas, tous les jours. Du coup, ça m'a redonné plein d'idées et je vais continuer. J'ai une question quand même par rapport un petit peu aux récompenses, au fait de mettre en place, tiens, ce mois-ci, la meilleure action de l'année. Est-ce que ça ne peut pas créer des tensions ou des rivalités parce qu'on reste quand même des êtres humains? Et moi, je me vois tout de suite en mettant ça en place. Oh là, lui, il a eu la place de parking alors que ça fait 10 ans que je la veux. Donc voilà, ma question est peut-être bête, mais est-ce que vous avez est-ce que vous avez du feedback là-dessus? Ça m'intéresse. Voilà. Merci beaucoup. Alors j'ai animé il y a quelques années un moment avec Jean-François et je lui ai posé en fait ce genre de questions. Ce qu'il m'a répondu, c'est d'abord, en fait, c'est pas lui qui choisit, c'est pas les managers qui choisissent, ce sont les ouvriers qui choisissent. Et ce sont les leaders de premier niveau avec un comité, il y a même un huissier, il y a des clients. Donc du coup, ça pose moins la question de la justesse. En fait, la justesse, vu qu'on est sur un comité décisionnel, avec des gens qui font la même chose, mais aussi avec des gens externes. Et par exemple, celui qui a gagné l'année d'avant, il n'a pas le droit de rejouer. Donc, ça marche plutôt bien. Et si ça ne marchait pas bien, je pense que le point de check, c'est ce qu'il obtient durablement, c'est-à-dire en fait c'est 500 actions et plus chaque année. Ça s'arrête sinon. Voilà. On est bien d'accord, hein, j'ai parlé de ça, mais ce n'est pas le seul moyen. Hein, la prime, en fait, c'est OK, ça va, c'est une organisation d'un système de récompense, mais il y en a d'autres. La place du parking, c'est génial. Et ça coûte pas cher. Le fait d'honorer sur des tableaux d'honneur les gens qui ont fait des actions d'amélioration continue, de leur donner le micro pour raconter ce qu'ils ont fait, de leur donner en fait un peu de reconnaissance, c'est déjà très chouette. J'espère avoir répondu à la question. Merci pour la question.
Oui, merci beaucoup pour cette présentation. À un moment, il est question de dire le rôle du manager n'est pas de conseiller ou choisir les actions, mais plutôt de permettre aux personnes de choisir les actions. Avec l'expérience, il y a quand même des propositions d'action dont on sait qu'elles ne vont pas aboutir. Par exemple, dans le cas des tests qui sont jamais faits pour le cycle de développement, on pourrait se dire on va engager une équipe de QA qui fera que des tests, et comme ça sera réglé. Alors que on sait qu'il y a plein de manières pour lesquelles ça marche pas. Comment on gère ça? En fait, c'est toujours la question du cadre. En fait, il y a deux choses qui sont pour les managers. C'est d'abord en fait le sens, le challenge, le pourquoi, la maison derrière la colline, l'étoile du Nord, et puis la question du cadre. Donc là, en fait, dans cette question de test, on est sur un écart significatif entre les optima locaux et en fait ce qu'il faudrait réussir globalement pour le bien de tout le monde et pour le bien des utilisateurs. Donc on est dans du cadre. Donc on n'est plus dans du comment on fait, on est sur le rappel du cadre, le rappel du pourquoi et de ce qu'on cherche à faire en termes de maison derrière la colline. Et donc ça, en fait, c'est typiquement du rôle du manager. Donc à chaque fois qu'on est sur le cadre, qu'on est sur la vision, c'est pour le manager. Quand on est vraiment dans le comment faire, comment on développe, c'est pas pour le manager. Par contre, d'aller voir quand il y a un problème et d'aller regarder, d'aller observer et de poser des questions derrière, c'est du rôle du manager. Dans cet entrepôt, quand on observe et qu'on voit en fait des problématiques, en fait, le plus important, quand on a observé, c'est de débriefer sur ce qu'on vient d'observer, d'en échanger. La personne précédente avec moi, en fait, parlait de sa target et en disant en fait à quel point c'était surtout un sujet de discussion. De la même manière, en fait, une observation, un échange, dès qu'on a rendu quelque chose de visuel, en fait, ça sert à discuter. Et la discussion, c'est des questions, c'est des réponses, c'est d'autres questions, d'autres réponses. Parfois le rappel au cadre, parfois le rappel de la vision. Voilà, ça va? Ok. Oui. Oui, bonjour, merci. Merci pour ces belles histoires. Moi, j'ai une question. Dans le monde de l'IT, pas mal de difficultés à ce que les équipes révèlent leurs problèmes. Et je voulais savoir si vous aviez des initiatives au-delà de l'observation des Gemba ou autre chose de ce genre, pour les aider à ce que durablement, ils formalisent, ils révèlent leurs problèmes. Alors, quand il y a plein de fois, notamment quand je vais dans l'IT, moi, regarder quelqu'un qui code, ça ne m'apprend pas grand-chose. Hein. Je ne sais pas lire ce qui est en train d'être fait. Donc, je ne sais pas faire. Par contre, donc, du coup, il y a plein de moments où je ne sais pas faire. Ce que je sais faire, c'est poser des questions quand je ne comprends pas, en demandant aux gens de travailler naturellement. Est-ce qu'on voit, en fait, ce que je vois, moi, même si je ne sais pas lire du code, etc., je vois, en fait, des temps d'attente. Je vois, en fait, des temps de questionnement, des temps d'inertie où il ne se passe rien. Je vois des demandes à l'aide, où je me mets en visio avec quelqu'un qui sait mieux que moi, etc. Je vois ça. Donc je vois des manques de standards. Je vois en fait des gens qui sont plus qualifiés que d'autres. Et je me pose la question de comment on les occupe, comment en fait on les rend un peu plus polyvalents, comment on développe les compétences. Voilà ce que je vois et en fait ça s'arrête là. Quand je suis un peu sec sur les actions d'amélioration parce que je ne suis pas du métier, et ça m'arrive plein de fois, hein, j'accompagne des bûcherons en ce moment, waouh. Donc pareil, je suis en fait parfois en fait de la même manière, je suis aussi sec. Et donc ce qui marche bien, vous avez un truc génial en fait dans l'IT, vous avez ce qu'on appelle le pair programming. On peut en fait, comme c'est coutume, c'est dans la culture. On peut se servir de ça en accompagnant les gens à l'observation pour avoir en fait une phase de une fois tu travailles et je t'observe avec le cadre qu'on a donné avant et la formation pour savoir ce qu'on cherche avec un objectif et puis en fait on passe à l'autre.
et puis on en échange. Et c'est propice à la discussion et ça révèle en fait des choses. Quand on est dans ce cadre-là, enfin, du coup, il y a plein de métiers au-delà de l'IT où si on se comporte mal quand on est manager, c'est-à-dire que simplement si on ne met pas complètement l'autre en confiance, on n'a pas les problèmes. Autre point, si en fait les problèmes qui sont reçus, ça ne sert pas à ce que ce soit résolu, pas à ce que je les résolve moi, hein, à ce que en fait l'équipe les résolve, terminé, ça ne remonte plus. Donc en fait il y a plein de conditions. Quelle attitude j'ai, quel comportement j'ai, qu'est-ce que je suis capable de faire déjà moi, si je suis bloqué, comment je vais chercher en fait un peu plus, mais surtout mon cadre, c'est de faire en sorte que, puisque les problèmes remontent, les problèmes se résolvent. Ça va? Ok, merci. Bonjour, merci pour la présentation. Ça me rappelle un bouquin que j'ai lu il y a quelques années qui s'appelait Les décisions absurdes de Christian Morel. Et en écoutant tout ça et l'illustration du chariot, je me pose la question du modèle de prise de décision en fait. Ce que ça m'inspire, c'est que là, il y a des gens qui ont commandé des chariots, qui ne sont pas du tout les gens qui travaillent avec les chariots. Et la question que j'aurais, c'est à travers ce processus Kaizen qui, quelque part, de ma compréhension et de ma perception que vous avez raconté, vise en fait à corriger des problèmes de décision absurdes à un moment donné, peut-être, parfois. Est-ce qu'à un moment donné, ça conduit aussi à revoir le modèle de prise de décision dans ces sociétés-là pour éviter que de nouveaux problèmes émergent, en fait, plus que d'essayer de les corriger en permanence, qui peut peut-être aussi avoir le syndrome de Sisyphe un peu sans fin, qui peut être, pour certains, peut-être un peu frustrant ou paralysant. En fait, dans le cas des chariots, merci pour la question, hein. Dans le cas des chariots, si jamais il faut recommander des chariots, on sait qu'une barre placée tout de suite là, en fait, cette barre de maintien, de renfort, pour des chariots qui prennent du poids, hein, sur les chariots, parfois on a plus de 150 kg. Donc c'est aussi pour ça qu'il y a cette barre. Où est-ce qu'on place cette barre de renfort? Donc comment on fait pour la placer en fait un petit peu plus loin? On pourra se poser la question. Des autres décisions absurdes, en fait on a parlé des surgelés tout à l'heure, il y avait un truc ultra absurde, et néanmoins, pourquoi pas? C'est-à-dire qu'on a pensé à incliner les rayonnages en se disant on va remplir par l'arrière. Et donc l'arrière, en fait, vous imaginez des grands conteneurs à l'intérieur desquels il fait entre moins 19 et moins 26. Ça, c'est la température normale, mais pour que, notamment, quand il fait chaud, les moteurs ventilés tournent fort, et à ce moment-là, la température ressentie, on n'est pas loin des moins 35. Et donc ce qui se passe, c'est que les collaborateurs ne vont pas remplir à l'intérieur, parce qu'en plus, il faut appuyer sur des touches, sur le TPE, pour dire ce qu'on a rempli. Donc finalement, on a en fait les rayonnages inclinés, et on remplit vers l'avant. Donc on a 20 minutes pour remplir, pour pas qu'il y ait de réchauffement des produits, et on remet en fait le reste donc au froid, etc. Donc des décisions absurdes, en fait il y en a plein, il y en a beaucoup. En fait, ce qu'on fait dans mon cas, en fait, quand les situations sont faites, on les remonte. Donc pour les ingénieurs, s'il faut refaire un entrepôt, on arrête de prendre ces grands conteneurs avec ces rayonnages comme ça en pensant que les collaborateurs vont remplir à moins 35 et vont taper sur des touches à moins 35. Donc voilà, de mon point, avec mon expérience, pour l'instant on en est là. On corrige et en fait on apprend de ces corrections pour ne pas les reproduire. Je ne travaille pas pour l'instant encore sur l'amont, comment on fait. Mais en fait, en y réfléchissant, il y a déjà en fait des tests qu'on peut faire avant d'aller mettre en prod, etc. Parce que là, par exemple, je vous ai parlé du surgelé. C'est un gros truc avec un gros investissement. C'est comme ça dans les 7 entrepôts. Bon, on aurait pu en faire un et apprendre du premier. Moi, pour apprendre, j'ai été remplir à moins 35 pour voir ce que ça faisait. J'ai tenu 10 minutes. Voilà, j'ai pas d'autres réponses.
C'est chouette, il y a plein de questions. Hein. Bonjour. Bonjour. Merci pour la présentation. Est-ce que vous avez mis des choses en place ou qu'est-ce que vous pourriez préconiser pour que justement le Kaizen devienne un cercle vertueux? On a vu que les solutions et les problématiques sont remontées par les collaborateurs. Ouais. Donc est-ce que vous avez mis des choses, par exemple pour le stock, en place pour que ça ne devienne pas ponctuel, la remontée de problèmes et la recherche de solutions, mais plutôt une amélioration continue dans le temps et tout le temps. Là, tu parles de l'exemple IT, hein, c'est ça? Dans l'IT, on connaît avec Scrum, on a des rétrospectives, mais il y a certainement d'autres moyens, et peut-être aussi dans les entreprises hors IT, comme vous avez pu vivre. Est-ce que vous avez mis des choses en place pour que justement ça puisse vivre en fait, le Kaizen? En fait, il y a plein de trucs qui existent. On va retrouver tous les outils du Lean, on va retrouver Landon, c'est-à-dire en fait la capacité déjà en fait au moment où on a le problème à pouvoir tirer sur une corde, à appeler quelqu'un en fait, à mettre un post-it rouge sur un ordinateur pour dire j'ai un problème. Et à ce moment-là se dire en fait comment, parce qu'on ne fait pas du stock de problèmes, comment on le gère tout de suite. On va retrouver en fait le bac rouge qui permet de, quand j'ai un doute, quand j'ai un défaut, à mon poste et pas au poste suivant, de le faire tomber dedans pour dire en fait, pour l'instant je doute, je ne sais pas si je dois le passer au suivant, je le fais tomber là et puis on verra. Et puis ensuite, le rôle du manager ou le rôle de l'expert, c'est de pouvoir échanger avec la personne qui l'a fait tomber dans ce bac rouge, en fait, est-ce que c'est un défaut ou pas? Quel est le niveau de tolérance? Est-ce que ça peut passer à l'étape d'après et pourquoi? Et à ce moment-là, j'en viens à un autre outil qui s'appelle le standard. Qu'est-ce que dit le standard? Qu'est-ce qu'il dit des points d'autocontrôle? Comment je sais, moi, que je suis en train de faire bien? Et donc, est-ce que j'ai en fait un standard de travail rassurant qui me dit quelle est la meilleure pratique connue du moment et ce que je dois très clairement autocontrôler à ce point-là pour en fait être sûr de le passer à l'étape d'après? Enfin, j'arrête là, il y a un autre outil qui existe, qui est le système anti-erreur. Il y a plein d'endroits dans un processus où même la personne la plus impliquée du monde fera potentiellement des erreurs à cet endroit-là. Comment on le repère et comment on fait pour mettre en place un système anti-erreur? Je donne des exemples, avec 4 outils. Mais il y a donc des outils qui existent et des choses qui existent pour résoudre des problèmes durablement. Tout en développant les uns et les autres, y compris les managers. La dernière question. Déjà, merci pour la présentation. Pour prendre une idée qui est un peu chère à Inoxtag, c'est l'esprit shonen. En gros, cette idée un peu forte, grandiloquente, simple à exprimer, devenir le roi des pirates par exemple, ou gravir l'Everest. Est-ce que c'est quelque chose qui fonctionne dans le concret? Est-ce qu'on peut donner l'envie simplement avec une idée forte? Est-ce que c'est plus simple d'aller chercher des avantages matériels, etc. Voilà un petit peu la question générale. Et toi, t'en penses quoi? Je pense que c'est pas simple. Je pense que ça peut être les deux. Une idée avec une force évocatrice, ça peut fédérer et motiver. Pas tout le monde. Et je pense que ça dépend du public. Dans tous les cas, je prenais l'exemple de Jean-François Zobrist. Alors, ok, Inoxtag, en fait, c'est fou. J'étais sûr que j'allais tomber sur un fan d'Inoxtag. Au moins un. Et donc, merci pour la question, il n'y a pas de problème. Mais c'est une très bonne question. La question du challenge, comment je fais pour emmener quel prétexte, comment je suis capable, dans mon côté marketing de patron ou de patron de service, d'envoyer une punchline qui emmène tout le monde dans une même direction. C'est une nécessité. Pour moi, dans mon monde. Dans tous les cas, on y réfléchit.
avec donc Jean-François Zobrist, avec le Gardons les emplois autour d'Alincourt, etc., etc. C'est notre rêve. Quand on se bat contre un marché chinois nettement moins cher, en fait c'est ok. En fait la punchline elle est chouette aussi de la même manière. Donc plus léger. La DSI dans les hôpitaux, vous avez vu le petit tableau 5 colonnes. Leur objectif, c'est de satisfaire les utilisateurs et et horizon décembre de cette année. On a démarré l'amélioration continue en décembre l'année dernière et donc avec une note moyenne de 9 sur 10. C'est en fait pourquoi ça marque des points, ça donne déjà du sens en fait à ce qu'on fait, en sachant que derrière les utilisateurs, il y a par exemple des chirurgiens qui ont besoin de récupérer les informations du patient pour certaines pathologies, de les avoir tout de suite, et ça urge. Et il faut sans attendre avoir les informations de médicaments, d'avoir en fait le check de tout ce qu'a vécu le patient récemment en fonction de son état quand il arrive au bloc, dans des états d'urgence. Bon, bah ça, en fait, quand il y a du délai et que ça prend quelques heures, bah c'est pas OK. Et ça met des notes en fait à 2 sur 10 ou 0 sur 10. Donc en fait, on est sur des trucs ultra importants pour les utilisateurs qui sont des docteurs, des chirurgiens, des pharmaciens. Et donc les satisfaire à 9 sur 10, alors c'est moins fou qu'Inoxtag, mais ça emmène déjà, dans tous les cas, c'est suffisant pour amener un groupe d'une trentaine d'individus dans une petite DSI. Merci. Merci tout le monde, merci beaucoup.